Un peu compliqué parce que l'architecture aussi est compliquée. Le trading est très capricieux. Ouais. Il faut être à la une de l'information. Il te faut comprendre un monde de choses. Ça te demande un certain sacrifice. Et si tu n'as pas fait ce sacrifice-là au préalable, il serait difficile de toi aussi de faire le même sacrifice à des comptes du pouvoir réussir. Donc, ça veut dire que tu as un double sacrifice à faire. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Et tu n'as que 24 heures. C'est vrai, on va dire, il faut structurer et tout. Il faut aussi tenir compte du fait que tu dois avoir le temps de repos, le temps d'asseoir telle notion, le temps aussi d'asseoir telle notion et synthétiser ces notions-là pour pouvoir utiliser en fonction de ta personnalité future. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, à un niveau, tu dois faire un compromis. L'architecte, bienvenue. Je suis très content de t'accueillir sur Oma Talk. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'état civil, c'est Zolelon Mazini Comrade. Je suis étudiant en architecture, précisément en 3e année déjà. Et sur les marchés financiers, il me fait appeler l'architecte parce que j'ai décidé de me spécialiser sur la théorie des dos, la structure du marché en fait. Parce que je pense que c'est ça en fait qui est la colonne vertébrale d'une bonne compréhension graphique du marché. Donc, la raison pour laquelle, en tant qu'architecte, futur architecte, architecte junior dans la vraie vie, sur le marché, dans les marchés financiers, j'ai décidé de me faire appeler l'architecte des marchés financiers. Cette école de déclin, il te dit, tu quittes de l'architecture pour le trading. Ok, comment est-ce que je fais pour me lancer au trading? C'est que la première fois que moi j'écoute le mot trading, ça vient d'un grand frère, Dakwa Christian, du côté de Bafoussam. Il me dit, mon petit, est-ce que tu peux me livrer les escargots? Lui dit, gars, il n'y a pas de problème, je vais te livrer les escargots. Et quand j'arrive à Bafoussam, le mec, lui, il me dit quoi? Il me dit qu'il a son frère aux États-Unis qui est trader. Et puis, lui travaille depuis la maison, tu vois. Et en 2017, il n'y avait pas encore une expansion du truc. Et moi, je n'avais que 17 ans. Moi, je m'en fous. Tu vois. Je passe à autre chose. Je rentre, je fais mes activités tranquille. En 2019, quand je fais première, n'est-ce pas? Il y a un type en classe. Lui, il tradait, donc il s'intéressait au marché et tout. Donc là aussi, je me dis, bon, en 2017, j'ai entendu parler du trading. En 2019, en classe en première, je vois un gars qui s'intéresse au trading. Là, je passe, tu vois. En 2019, avec le Covid. Et étant sur les réseaux sociaux, sur YouTube principalement, il y a eu une expansion du trading forex. C'est là où j'ai décidé de réellement m'intéresser au trading, c'est quoi le trading et tout. Là, je m'en vais fouiller, je fouille. En 2020, je tombe sur le trading, sur les réseaux sociaux, avec une explication. C'est vrai, c'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui, tu vois. Avec des explications, j'essaye de m'outiller. Oui. MetaTrader, c'est quoi MetaTrader, c'est quoi un broker, c'est quoi un PIB, c'est tout et tout. Après ça, bon, je suis le bac. Bon. J'ai dit à ma mère, bon, je vais devenir trader et tout. Elle me dit non. Attends un peu. Oui. Quand tu joues le bac, c'est tu optes pour faire le trading parce que tu vas abandonner les études pour te concentrer sur le trading, ou bien c'est pour faire le trading en même temps que tu vas refaire le bac? Bon, moi, je voulais faire le trading et continuer aussi avec l'école parce que bon, il n'avait pas le bac. Dans le minimum, la société demande que tu aies minimum le bac. Oui, oui. Donc, ma mère me dit non, il faut aller faire l'école. Et ton histoire de trading, là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je reprends le bac en 2021, j'obtiens le bac. Là, je commence à prendre le trading en sous-soilingue dans modèle. Et puis, j'ai un cousin aux États-Unis, il lui parle c'est le trading, il me dit, ah, moi, je travaille dans une banque comme ça et tout, voici. Il me donne le numéro d'un ami à lui, un Indien. Là, je me bats, il m'envoie une tonne de formations, mais plutôt en anglais. Je me bats à suivre les formations et tout, à traduire, n'est-ce pas? Et une fois après, il passe la première année. Alors, j'ai fait le concours d'architecture, j'obtiens le concours. En première année, toute la première année, c'était un peu difficile parce que j'essayais d'apprendre le trading et tout. Et quand je passe en deuxième année, je décide de réellement me concentrer sur le trading. Donc, du coup, je prends la formation de Vito Kamer. Non, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup jusqu'aujourd'hui. Il m'a accompagné, il m'a fait comprendre voici les réalités du trading. Ça va te prendre énormément de temps si tu aimerais vraiment réussir dans le trading et tout. Et toi, avec ta casquette d'architecte aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir synchroniser? Quand il te parle d'énormément de temps, il te parle à peu près de combien de temps? Bon, il m'a dit pour lui, ça l'a pris 3 ans à devenir rentable. 3 ans pour être rentable. 3 ans pour être rentable. Ok. Bon. Tu vois, oui, il va venir, mais la question va venir. Tout à l'heure, on arrive. Ok. Et il me forme, il me donne des bases du trading et tout. Et là, plus tard, un jour, je me pose, n'est-ce pas? Il me demande, est-ce que je vais continuer avec l'architecture ou bien je vais continuer avec le trading? Il faut que je fasse un choix,
n'est-ce pas? Parce que avant de me poser la question, je voyais mes aînés académiques, les gars du niveau 5, du niveau 4, ils organisaient des fêtes tous les jours. Mais sauf que l'argent avec lequel ils organisaient les fêtes tous les jours, c'était l'argent qu'ils escroquaient aux parents. Et tous les jours, les gars me vendaient le rêve avec l'architecture en disant l'architecture donne beaucoup d'argent. Certes, je n'en disconviens pas, tu vois. Ça donne énormément d'argent. Mais eux, en fait, le modèle que j'avais devant moi, en fait, ce qu'ils me disaient n'était pas en corrélation avec ce qu'ils faisaient. Parce que pour organiser la fête tous les jours, il fallait qu'ils organisent des mensonges auprès des parents. Il faut faire ceci, il faut faire cela à l'école. On organise une excursion et tout. Parce qu'ils veulent soutirer 20 000, 30 000 pour faire la fête, tu vois. Donc, du coup, moi, je me suis demandé, est-ce que je vais vivre de cette manière-là ou bien je vais me prendre en main? Et parmi eux, je m'en sortais un peu mieux que certains parce que je faisais déjà les escargots. Je vendais les escargots, j'étais à l'école et tout. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais me renseigner, je vais chercher le top 5 des personnes qui ont réussi dans le trading. J'ai cherché le top 5 des personnes qui ont réussi dans le trading. Il y avait George Soros et tous ces grands traders-là, et Tammy Kavach. Je me suis dit, bon, si ces personnes-là ont pu réussir dans l'industrie du trading et qu'on dit c'est difficile, moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas le dernier de la classe. Moi aussi, je peux réussir. Tu vois. Donc, c'est là où j'essaye d'enquêter autour. Je vois une voisine qui vendait les beignets et tout ça. Je me rends compte que nous sommes dans une société où tout va vite. Tout va extrêmement vite. Donc, j'ai décidé de laisser tous ces business, en fait, que je vois autour de moi et que moi, j'ai nommé les business vélo. Pourquoi nommer ça les business vélo? Parce que moi, à la base, j'ai l'ambition de devenir franchement riche, sauvagement riche, n'est-ce pas? Je crois que c'est une ambition partagée de tous. Exactement. Donc, du coup, il faut quitter de l'ambition à la réalité. Il faut être pragmatique, il faut mettre les mots sur ce qu'on voit. Quelqu'un qui veut devenir réellement riche, en fait, et qui vend les pop-corn, par exemple, certes, il peut s'enrichir avec les pop-corn, mais la manière dont il fait les pop-corn, en fait, est-ce qu'il va quitter du vélo des pop-corn au motard du pop-corn? Je ne sais pas si tu vois. Là, je comprends très bien. Exactement. Donc, du coup, les gens faisaient du business autour de moi. En fait, moi, j'appelais ça des business vélo. Donc, tu te lèves le matin, tu as ton bénétariat, tu pétris 4 kilos, tu pars vendre à 10 heures, c'est fini, tu pars au champ, en fait. C'est cette routine-là que moi, je voyais autour de moi. Et moi, il fallait que je sorte de cet engrenage-là. Donc, du coup, j'ai dit, moi, j'ai une destination. Et si je veux réellement atteindre ma destination, il va falloir que j'emprunte le bon véhicule pour m'amener à cette destination-là, pour y aller. Donc, du coup, c'est là où j'ai dit, peu importe lambda, peu importe ce qui va arriver, on monte ou on descend, je vais réussir en trading. C'est pas que tu vois. Donc, c'est là où je prends la ferme décision de réellement faire le trading. À ce moment-là que je décide réellement de faire le trading. Exactement. Voilà. Et dans tes débuts, comment est-ce que tes débuts étaient? Tu as commencé, la première étape a été d'abord de chercher les fonds pour payer, ou bien tu as commencé par te former avec des vidéos gratuites qu'il y a sur YouTube? Bon, parce qu'il faut comprendre que je pose la question pourquoi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le trading. Mais ce qu'on dit sur les réseaux, c'est si tu veux commencer, comment d'abord pas payer la formation? Mais est-ce que c'est possible de commencer par apprendre seul avec les vidéos qui sont sur YouTube? Tu vois? Donc, par quoi tu as commencé? Tu as payé ou bien tu as commencé par. Ok, moi je vais dire ce par quoi j'ai commencé et je vais dire, en fait, je vais conseiller les uns et les autres. Tu vois? De mon point de vue, avec un recul aujourd'hui, avec les quelques années que j'ai eu à faire. Donc, pour moi, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. C'était quoi un pips? C'est quoi un broker? C'est quoi une expansion? C'est quoi une récession en termes d'analyse fondamentale, tu vois? C'est quoi le PIB? C'est quoi le CPI? C'est quoi le PMI et tout? Pour te dire vrai, j'entendais, mais je ne comprenais pas. Je retenais, mais je ne comprenais pas. Tu vois? Il fallait quelqu'un pour m'amener, en fait, pour me faire comprendre et pour structurer ce que je savais. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai rapidement contacté quelqu'un qui devait m'enseigner ce qu'il savait déjà et ce qu'il a pris le temps d'asseoir et me permettre de ne pas faire certaines erreurs. Parce que sur YouTube, par exemple, tout est démocratisé aujourd'hui. À l'époque, là, il n'y avait pas tout ça sur YouTube. Sur YouTube, par exemple, si tu passes sur YouTube, tu vas apprendre énormément de choses. C'est quoi un breaker block? C'est quoi un truc de dos? C'est quoi? Tu vas apprendre tout ça. Mais est-ce que tu vas pouvoir structurer tout ça? Par exemple, est-ce que tout ce que tu vas apprendre sur YouTube va te donner le relationnel? Parce qu'il faut aussi être en contact avec des personnes qui vont te dire, le statut que tu as posté là comme ça, moi je pensais que tu pouvais plutôt faire comme ça. Et c'est ça qui va te permettre d'évoluer, tu vois. En étant dans une formation avec des personnes qui ont peut-être une expérience plus que toi. Et ils vont peut-être, vous allez vous enregistrer et tout.
ils vont voir des trucs, ils vont remarquer des trucs, ils vont te dire, mais en travaillant seul, certes, tu peux arriver, mais sauf que ça peut te prendre 15 ans, un travail que tu pouvais faire en 3 ans. Donc, pour moi, aujourd'hui, payer une formation et être bien entouré, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Oui, c'est un Donc, ça veut raccourci. dire qu'en réalité, c'est possible, avec la détermination, de se former en autodidacte Oui, seul. sur le trading. Tu confirmes ça? Je confirme, c'est possible. Et maintenant, passer par une formation, on va dire que c'est un raccourci utile parce que ça t'évite de faire des erreurs, de faire de mauvaises recherches. Parce que là, si tu tombes, il faut noter qu'il faut tomber sur un bon encadreur Exactement. qui va te c'est ça. diriger comme il se doit, je suppose. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est facile d'allier les études en architecture et le trading? Gars, pardon. Si quelqu'un dans les commentaires ou si quelqu'un peut me dire comment est-ce que lui l'a fait de son côté, il me dit, parce que pour moi, sans te mentir, jusqu'à présent, ça me dépasse. Jusqu'à présent, ça me dépasse. C'est un peu compliqué parce que l'architecture aussi est compliquée. Le trading est très capricieux. Tu vois, il faut être à la une de l'information. Il te faut comprendre un bon nombre de choses. Ça te demande un certain sacrifice. Et si tu n'as pas fait ce sacrifice-là au préalable, ça serait difficile pour toi aussi de faire le même sacrifice à l'école pour pouvoir réussir. Donc, ça veut dire que tu as un double sacrifice à faire. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Et tu n'as que 24 heures. C'est vrai, on va dire qu'il faut structurer et tout. Il faut aussi tenir compte du fait que tu dois avoir le temps de repos, le temps d'asseoir telle notion, le temps aussi d'asseoir telle autre notion et synthétiser ces notions-là pour pouvoir bien utiliser en fonction de ta personnalité. Tu vois. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, à un niveau, tu dois faire un compromis. Le compromis, c'est lequel? Soit de choisir le trading. Soit de choisir le trading, soit d'être très bon dans ce que tu fais à côté et être moyen à l'école ou passable, soit être passable dans ce que tu fais à côté et être très bon à l'école. Ok. Pour moi, c'est un peu compliqué en fait. Vu mon expérience, c'est un peu compliqué d'être vraiment très bon dans les deux secteurs. Ok. Ça a été quoi ta plus grosse fête en tant que débutant dans le trading? En tant que débutant, j'ai beaucoup plus cramé les comptes des mots, tu vois. Mais j'ai fait une perte en avril dernier, en avril surpassé. Nous sommes en 2025, n'est-ce pas? Oui. Oui, en avril 2004. 2024, oui. J'étais avec un pote qui s'appelle Steve. On était en Konsamba. Il est quitté de Yaoundé pour venir apprendre le trading en Konsamba. Et on était en pendant qu'on a pris le congé de Pâques. Il y avait une attaque, bref, toujours le même conflit israélo-palestinien. Oui. Et puis, samedi, l'Israël a attaqué la Palestine. N'est-ce pas? Et moi, il y avait l'information que l'or devait monter. Oui. L'or devait prendre la valeur. Et puis, j'ai fait mon analyse technique, tranquille. J'avais un compte PropFilm de 50 000 $. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est un compte PropFilm pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, une PropFilm, déjà, c'est une société à but lucratif. Premièrement, il faut savoir ça. L'objectif de la PropFilm, c'est de gagner de l'argent. Ils s'en foutent si toi, le trader, c'est ci, c'est là. Non, on s'en fout. Tu payes le challenge, tu ne parviens pas à passer le challenge, ils ont gagné de l'argent avec les frais que tu as déposés pour payer le challenge, n'est-ce pas? Et aussi, la PropFilm fonctionne comment? Quand tu es un bon trader, quand tu es un trader en fait, discipliné, naturellement, la PropFilm te paye. Quand tu fais tes retraits, quand tu fais tes performances, n'est-ce pas, ils te payent en fonction des performances que tu as fait. Et aussi un bon nombre de règles à ne pas transgresser pour pouvoir être payé par la PropFilm. D'accord. Et le paiement, généralement, va de 70 à 95% pour le trader. Donc, il y a des PropFilm où tu commences à être payé à 70% et progressivement, avec tes retraites, tu montes progressivement et tout, jusqu'à 95% et la PropFilm, eux, ils reçoivent 5%. Il y a d'autres PropFilm qui donnent jusqu'à 100%, tu vois. Et les PropFilm qui donnent 100%, ce sont des PropFilm qui vont utiliser tes positions parce qu'ils savent que tu es un trader régulier et consistant sur le long terme pour recopier tes positions. Ils vont recopier tes positions sur notre compte. D'accord. Beaucoup plus intéressant. Je vois. Oui. Je vois. Vas-y, continue. Donc, j'avais un compte PropFilm de 50 000 $, tu vois. Et puis, je n'avais pas mesuré le risque quand je prenais ma position le dimanche matin, non, le lundi matin plutôt. Donc, j'ai pris la position le lundi aux environs de 1 heure. Donc, il y avait un équal low. Et puis, je savais, soit le marché devait directement pomper pour aller chercher mon plus haut, soit le marché devait retracer, faire une correction pour pouvoir ramasser la liquidité qui était en bas. Puisque les équal low, pour ceux qui servent, ceux qui traitent de la SMC simplifiée, les équal low chez nous, c'est considéré comme une liquidité. Je savais ça, tu vois. Mais sauf que j'avais peur de rater le mouvement. J'ai carrément investi plus de 4% sur la position. Et puis, le marché a commencé à aller dans mon sens.
tranquille, je vois, ça pompe, 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, 4000 dollars, 5000 dollars. Mon pote avec qui j'étais, qui était venu apprendre le trading auprès de moi, me dit, gars, coupe, faut couper. Il dit, man. Mais comme les gars ont tué le gros Les cœur. gars, ils sont en train de se bombarder là-bas, ils coupent comment? On a l'information fondamentale et tout. Et du coup, il y a le premier ministre israélien qui avait sorti un truc du genre, il ne considère pas ce que la Palestine a fait et tout, retracement. Tu vois? Donc, du coup, sa sortie a créé un retracement sur le marché. Et bon, moi, je n'avais pas l'information. C'est plus tard, quand j'ai essayé de savoir pourquoi est-ce que j'avais perdu le trade, j'ai compris que bon, c'est parce que le premier ministre israélien a dit il ne considère pas les attaques là, vu qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine et tout. On ne réplique pas et tout. On parle d'une perte de combien? On parle d'une perte, il quand même le poste de 50 000. Tu vois? Donc, parce qu'en une journée, j'ai transgressé la règle qui dit que tu ne dois pas dépasser 4% de pertes par jour. Oui. Tu vois? Donc, du coup, dès que j'ai dépassé 4% de pertes, j'ai directement perdu le compte. Donc, ils m'ont fait un mail pour dire, bon, monsieur Zoulelong, nous sommes désolés, comme ça, vous avez transgressé la règle et tout. Donc, jusqu'à présent, perdre les 50 000, c'était ma plus grosse perte. Oui. Et après, ça a été quoi ton ressenti? Tu as encore eu le courage de vouloir te relancer ou bien tu as dit, bon, je prends un peu de recul et je me prépare. Oui. Bon, cette période-là, j'avais commencé à faire des vidéos. Oui. Pour ceux qui me suivent, ils vont savoir, ou n'importe qui parlait sur mon compte. J'avais commencé à faire des vidéos et puis j'ai dit à mon pote, gars, je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Il m'a dit, gars, ne fais pas ça. Tu n'as pas encore le niveau. Absorbe d'abord ta perte, absorbe ton retracement. Donc, c'est un retracement de ta vie. Absorbe ton Donc, on a relié le retracement du marché au retracement de ta vie. Il m'a dit, gars, absorbe ton retracement. Et tu n'as pas encore le niveau pour le moment pour pouvoir parler. Reste tranquille. Donc, je me suis senti comme un chat, comme un nez là, tu vois. Donc, j'étais couché dans la couverture, j'ai vibré et tout. Ça n'allait pas. Parce que bon, voir 50 000 dollars, savoir que tu as un compte de 50 000 dollars. Et puis, il n'avait pas compris la psychologie qui était derrière. Parce que quand les profs te donnent 50 000 dollars, en réalité, ce n'est pas 50 000 dollars. C'est 5 000 dollars. On te permet de trader avec 5 000 dollars en réalité. Parce que si tu perds les 5 000 dollars, tu es off du compte. Oui. Tu vois. Donc, il n'avait pas compris ça. Donc, moi, je voyais 50 000 dollars que je venais de perdre. Et en plus, il n'avait même pas encore fait un seul retrait sur le compte. Zéro retrait. Zéro retrait sur le compte. Mais j'avais quand même validé les deux faces. Tu vois. Il était une question pour moi de faire le retrait. Et je savais que, bon, avec le trade que j'étais en train de faire, il devait forcément faire un gros retrait. Bon. C'était pas facile pour moi de gérer. Pourquoi est-ce que la plupart des traders, je vais dire même traders débutants, même les professionnels aujourd'hui font cette erreur-là? Tu fais un trade. Le trade prend, tu vois, peut-être 1000 dollars, 1500 dollars. Pourquoi est-ce que vous ne préférez pas couper? Parce qu'à un moment donné, chacun va se dire, bon, si c'est monté à 2000, je laisse encore. Ça peut arriver à 3000, 4000 avant de couper. Pourquoi? Pourtant, à la base, l'objectif a été atteint. Tu vas peut-être faire 100% ou faire 200 dollars, 300 dollars. Une fois que vous surpassez les 300 dollars, il y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit, laisse le trade continuer. Pourquoi? Bon, là, vous devez dire vrai, c'est à cause de la cupidité humaine. Tout le monde passe par là. Si quelqu'un me dit que, même dans un business physique, il n'a pas encore fait, moi, je vais lui dire non. Tu vois. Donc, pour moi, c'est la cupidité humaine et c'est aussi le reflet de l'indiscipline. Et l'indiscipline aussi, c'est un comportement humain. Donc, trouver des personnes vraiment disciplinées, c'est pas facile. La raison pour laquelle l'élite en trading, en fait, ce sont des personnes disciplinées. Et les personnes disciplinées ne représentent que 1% de la population. Bref, une personne disciplinée, en fait, il est mieux, il vit mieux que 99 autres % des personnes sur la Terre. Donc, pour moi, c'est normal. Pendant une période, quand tu n'as pas encore compris réellement c'est quoi la discipline, pour moi, je trouve que avoir ce sentiment-là, en fait, c'est normal. Mais une fois que tu as compris c'est quoi la discipline, faire ce qu'il faut faire, quand il faut faire, et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, quand il ne faut pas faire. Très bien expliqué. Tu vois. Donc, une fois que tu as compris ça, en réalité, mon ami, il faut couper, tu coupes. Mais au début, je ne vais pas tirer sur ceux qui le font. Ils passent par là et c'est le chemin, c'est le processus pour comprendre et savoir réellement c'est quoi la discipline et ça. Bon, ça c'est quoi ton plus gros gain que tu as eu à retirer même aussi? Ton plus gros gain. On parle de combien? Non, ce que j'ai eu à retirer du marché qui était ma part. Oui. C'est pas mon plus gros gain, c'était 1 million. 1 million. Et explique ça s'est passé comment? C'est sur quelle position? Comment est-ce que tu as fait ton analyse pour en arriver là? Bon, j'étais sur le USDJPY, tu vois, dans une paire.
il rend un vibrant hommage à cette terre. Un vibrant hommage. Il y a un vibrant hommage. Donc, ce que j'ai retiré de manière brute directement, c'était 1 million, tu vois. Et tranquillement, une structure du marché, BMS et tout, tu attends à ta zone. Tranquillement, tu charges ta position. Structure mineure, tu sors, grade de liquidité, continue à trader, ça ne te concerne pas. Ce qui de là, tu vois. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris que au niveau de mon TP, je dois réellement sortir. Tu vois. Donc, là où j'ai mis mon TP là, je ne bouge pas. Si je peux couper avant, oui. Parce que il y a aussi un truc que Steve a ici, un gars vraiment très très fort du côté du Sénégal là, et un trader de mon mentor, donc c'est le bras droit de mon mentor là. Tu vois, lui il m'a dit, gars, n'essaye jamais de sortir là où tout le monde veut sortir. Sors avant tout le monde. Toujours. Tu vois. Donc du coup, au niveau du pic là, au niveau du plus haut, peut-être au niveau du plus bas, ne mets pas directement ton TP au niveau du plus haut là, en fait, c'est farfelu de le faire. Vas-y, un peu plus bas. Sors avant que les plus grosses personnes ne sortent sur le marché. Bon, moi j'ai une question. L'autre jour en live, je pense qu'on parlait de ça. Du fait que lorsque tu veux mettre ton TP, oui. Tu vois, sache qu'en faisant ton analyse graphique, en traçant tes résistances, supports, retracement de Fibonacci, oui. Tous les traders voient la même chose que tu vois. Exactement. Donc forcément, le TP là, hein, même celui qui est en Chine voit le même TP. Voit le même TP. Tu vois. Le Thaïlandais voit le même TP. Et forcément, si j'ai l'information là, et qu'ils ont cette information, chacun aussi va se dire, je ne vais pas TP à ce niveau-là, et TP en dessous. Maintenant, vous tous en vous vous retrouvez en dessous. et c'est pas si tu comprends. Comment est-ce que toi tu réussis donc à gérer ton TP parfait, sachant que eux-mêmes ils savent que c'est pas intelligent de TP sur la zone fixée sur le graphe, c'est de TP peut-être à quelques pourcents de là. Toi, est-ce que tu TP à quel niveau? Comment tu t'habites ta stratégie pour TP? Bon, déjà ma stratégie pour TP, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de stratégie particulière. J'ai un objectif, tout simplement. 1 pour 3. Le reste, ça ne me concerne pas. En fait, si j'ai investi $1 sur le marché, $10 sur le marché, ça veut dire que chaque $1 doit me produire $3. C'est ce que ça veut dire. Donc, si j'investis $10, je dois ressortir du marché avec $30. Une fois que j'atteins mes $30, que ce soit avant mon TP. Si c'est avant mon TP, ça ne me regarde pas. Par exemple, en fait, tu cherches 300% chaque position. Chaque position, un point, c'est tout. Mais ne cherche pas à savoir si c'est là, il veut faire 10 000%, donc ça ne me regarde pas. Tu vois. Et aussi, tu le dis, moi, je pense que toi, tu le dis parce que tu as déjà un minimum de jugeote. Tu parviens déjà à réfléchir et à savoir que, bon, les autres se disent que, tu vois. Donc là, c'est déjà l'analyse sentimentale, tu vois. Et laisse-moi te dire que 99% des traders ne connaissent même pas ce qu'est l'analyse sentimentale. Parce que toi, tu as déjà eu à rouler ta bourse et toi, tu te poses ce genre de questions. Ça te permet de facilement sortir sur le marché. Et moi, je te retourne la question. Quand je te pose cette question-là, est-ce que tu ne sors pas facilement sur le marché? Je sors. Mais tu vois un peu, tu sors facilement sur le marché parce que tu te poses ces questions-là. Les grands traders, comment est-ce qu'ils font? Mais 99%, les gens là que les stop loss nous permettent d'avoir nos TP. Tu vois un peu. Et les gars ne comprennent pas ça. Mais c'est grâce à eux qu'on peut TP. Non, qu'ils continuent comme ça. C'est comme j'ai un ami qui m'a dit que lui considère le marché comme la loi de Lavoisier. Oui. Rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se transforme. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui pleure, qui a perdu $10 000, il y a un autre là, qui a TP son. C'est $10 000 exactement. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Bon, maintenant, pour globaliser, comment est-ce que tu peux résumer ton parcours? Ça t'a pris combien de temps d'apprentissage? Combien de temps pour commencer à être rentable? Et combien de temps pour vraiment asseoir ta stratégie? Parce qu'il est clair que quand tu commences une formation en trading, tu touches à plusieurs stratégies différentes. C'est vrai. Tu vois un peu. On va t'apprendre beaucoup de choses. Théorie de dos, retracement de Fibonacci, les vagues d'Elliott et tout. Maintenant, ça t'a pris combien de temps pour asseoir une stratégie qui t'est propre et où tu as commencé à être rentable? Bon, ça m'a pris beaucoup de temps, tu vois. Donc déjà, moi, je déjà dit aux gens, tu vois un peu, que je n'ai jamais utilisé deux stratégies. La stratégie avec laquelle j'ai commencé là, jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose que je fais. C'est la même chose que je répète chaque jour, chaque jour. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de vraiment extraordinaire, tu vois. Oui. En Victor Kamer, qui t'a accompagné d'un trader qu'on appelle le trader de la prophétie, qui est aujourd'hui au Canada, David. Quand il y a des difficultés, je remonte toujours à lui. Il nous a appris à SMC, tu vois.
après la SMC, j'ai fait comme si je voulais apprendre autre chose. Mais pour dire vrai, à un moment donné, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai dit non. Quand j'essaye de faire un rapprochement avec la SMC, je ne trouve pas, tu vois un peu. Donc, je préfère ne pas apprendre. Donc, du coup, je fais partie de ces rares personnes, en fait, qui sont restées fidèles à une seule stratégie jusqu'aujourd'hui. Ça ne fait pas, en fait, 1 an que j'ai commencé à être rentable. Donc, ça va 1 an. Oui. D'accord. Donc, j'ai commencé à être réellement consistant. Sans vous mentir, c'est ça. Avant ça, je faisais des profits. Il ne faut pas confondre rentabilité Et faire des profits. et faire des profits. Exactement. Les deux concepts différents. Oui. Donc, le trader qui me dit qu'il est rentable, il n'y a pas de problème. Mhm. C'est juste que j'aimerais voir, pour celui qui traque même ses performances, tu Mhm. vois, c'est encore notre truc. Mhm. Donc, tu traques tes performances, c'est juste que à travers tes performances que tu traques là, Mhm. est-ce que tu parviens à vivre de ton trading? Est-ce que tu parviens à sortir ton drawdown? Parce que moi, je juge généralement un trader sur sa capacité à remonter son drawdown. Mhm. Si tu es à 0%, c'est pas un problème. Mais c'est quand tu retournes à 7%, Oui. tu retournes à 10%, Mhm. n'est-ce pas? Donc, chez vous, vous appelez ça les 1000%. Mhm. Arrivé à 1000%, là, la stratégie money management, mais pas que tu vas changer la stratégie, n'est-ce pas? Ta manière de gérer ton risque pour remonter à 1%. C'est ça qui me fait dire. Je vais rappeler, quand tu dis chez nous, parce que moi, je suis purement crypto. Donc, pour ceux qui vont écouter la vidéo, quand tu fais référence à chez vous, c'est parce que moi, je suis purement crypto et lui, il est Forex, tout ça. Oui, Voilà. exactement. Maintenant, je veux que je donne un conseil à ceux qui débutent ou bien ceux qui veulent décider de débuter dans le trading et qui forcément ont peut-être une autre activité. Est-ce que c'est nécessaire d'abandonner l'activité principale pour se concentrer sur le trading ou est-ce qu'il faut chercher le juste milieu pour continuer l'activité qui donne des revenus stables et se lancer sur le trading? Bon, pour moi, chercher le juste milieu, non, n'est-ce pas? Et ce serait une pire erreur pour ma part d'arrêter ce que tu fais pour te lancer uniquement dans le trading. Parce que, ah, là-bas dedans, c'est quelque chose que, en fait, ça va te tourmenter. Mhm. Il faut dire vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, des personnes qui ont racheté de moi, ils les respectent. Oui. Parce qu'ils n'ont pas abandonné ce qu'ils faisaient par le passé. Non. Mhm. Il a fait ce qu'il faisait et à côté, il faisait le trading. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un m'écoute et qu'il aimerait se lancer dans le trading et qu'il a aussi une autre activité, continue ton activité, n'est-ce pas? Par exemple, tu peux commencer le trading à 10% et Mhm. continuer ton activité à 90%. Mhm. Plus tard, tu montes avec ton trading à 20%, tu montes avec ton activité, tu réduis ton activité à 80%. Mhm. Tu le fais jusqu'à ce que tu trouves 50-50. Et au niveau de 50-50, c'est toi qui jauges maintenant de ton côté. Est-ce que le trading va m'être plus rentable? C'est quoi mes ambitions? C'est quoi mes business? C'est quoi mes valeurs personnelles aussi? Parce que c'est aussi important. Tu vois, des valeurs que tout un chacun a. Il y a des personnes, en fait, aujourd'hui, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui vendent du n'importe quoi aux gens. On va revenir sur ce sujet. Tu vois. Donc, à partir de là, quand tu vas juger les 50%, en fait, Mhm. qu'est-ce qui m'est plus rentable en termes de ratio temps-récompense, en termes de ratio énergie-récompense, qu'est-ce qui m'est plus intéressant? Une fois que tu vas voir ce qui t'est plus intéressant, toi seul, en fait, tu fais ton choix de ton côté. Mais il ne faut pas écouter, il ne faut pas peut-être voir une vidéo YouTube. En fonction de ta vidéo YouTube, en fait, la vidéo YouTube t'influence ou TikTok t'influence à prendre une décision, alors que c'est toi seul qui sais ce que tu vis dans ta chambre. Donc, il ne faudrait pas abandonner ce que tu fais pour te lancer le trading. Mais une fois que tu parviens à être à 50-50, toi seul, tu vas savoir le trading est fait pour moi, le trading n'est pas fait pour moi. J'abandonne le trading, je continue ce que je fais.